Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et pour notre petit jeu de questions-réponses de la journée, nous allons parler d'un sujet ô combien important et ô combien d'actualité, mais depuis déjà quelques années, on va dire depuis le Grenelle de l'environnement, la massification de la rénovation thermique des bâtiments et notamment des logements. Avec moi pour en parler, Brigitte Vu, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheur ou chercheuse, on dit chercheuse plutôt, à l'UTBM et expert OPSET. Expliquez-nous UTBM, OPSET, ces deux acronymes. L'UTBM, c'est l'Université technologique de Belfort-Montbéliard qui fait partie du groupe des UT, où je suis responsable de la filière efficacité énergétique des bâtiments. Et je suis expert auprès de l'OPEX depuis 2009. C'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. D'accord, donc deux casquettes, une double casquette. À côté de vous, monsieur Bernard Olagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Coenov. Oui. Coenov. Coenov en deux mots, c'est une association qui a été créée en 2014 au moment des débats sur la loi de transition écologique, créée à l'initiative d'industriels du bâtiment, fabricants de chaudières, de pompes à chaleur, de panneaux solaires, les grands noms que l'on retrouve de Dietrich, Vaillant, Saunier Duval, etc., Wiesmann, d'énergéticiens comme GRDF, très rapidement rejoints par la CAPEB et la Fédération française du bâtiment pour apporter leur contribution à la transition énergétique dans le bâtiment avec une double conviction. L'atteinte des objectifs ambitieux ne pourra se faire que par une approche véritablement fondée sur un mix énergétique diversifié, une véritable complémentarité des énergies dans laquelle le gaz de plus en plus renouvelable aura toute sa place. Alors on y va, massifions. Il semblerait qu'on n'y arrive pas, mais avant, je voudrais, Brigitte Vu, que vous nous rappeliez les enjeux et que vous nous dites à peu près là où on est et là où il faudrait qu'on soit. Alors à la date d'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais grosso modo, on a à peu près 230 à 240 000 rénovations par an, qui sont loin des objectifs, puisque l'objectif final est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc pour arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faudrait rénover entre 780 et 790 000 logements par an au niveau BBC. Alors BBC, ça signifie quoi? Aujourd'hui, c'est 80 kW d'énergie primaire par mètre carré par an, mais le niveau qu'on souhaiterait atteindre, c'est 50 kW d'énergie primaire par mètre carré par an, ce qui correspond à la RT 2012 dans le neuf. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, parmi les 200 et quelques mille maisons, bâtiments rénovés, on est loin du niveau BBC. Hein. On est très loin du niveau BBC puisqu'on estime qu'il y a entre 50 et 55 000 rénovations qui atteignent ce niveau BBC, donc de 80 kW d'énergie primaire par mètre carré par an, pas les 50. Alors, Et d'ailleurs, pour compléter les résultats de l'enquête qu'a fait l'ADEME sur les travaux de rénovation, qui viennent d'être révélés aujourd'hui, enfin la semaine dernière, donc 42% des ménages finalement ayant fait des travaux préfèrent le faire au fil de l'eau par petits blocs, etc., sans se préoccuper véritablement d'efficacité énergétique, et qu'ils ne sont que 11% véritablement à motivés véritablement par l'aspect énergétique et à intégrer la rénovation énergétique dans leurs travaux. Dans leurs travaux d'embellissement. Voilà, tout à fait. Alors on va revenir après, hein, ça fera partie, on va voir des façons d'y arriver, mais avant de dire comment y arriver, enfin, essayer de dire comment y arriver, on va rester un peu, pas dans le négatif, mais de dire pourquoi on n'y arrive pas. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le sujet, enfin depuis le Grenelle de l'environnement. On a entendu parler de 500 000 logements par an, aujourd'hui 700 et quelques mille, et on est à 230 000. Pourquoi on n'arrive pas à passer, à aller plus vite? Et est-ce que nos objectifs sont bien raisonnables? Alors les objectifs ne sont pas forcément raisonnables parce que pour atteindre le niveau BBC, il faut des exigences et une méthodologie. Pour moi, ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est un problème de méthode. C'est-à-dire qu'on part d'un DPE, qui est un diagnostic de performance énergétique à un instant T, mais qui ne nous révèle pas les vraies problématiques du bâtiment. Pour arriver à ce résultat-là, il faut partir d'un véritable audit, c'est-à-dire une analyse de votre bâtiment avec prise en compte de capteurs, de choses comme ça, de mesures. Il faut impérativement de la mesure et c'est cette mesure-là qui va vous permettre ensuite de définir quels sont vos axes pour arriver
à votre objectif. Le deuxième point, c'est qu'on travaille sur des diagnostics faits en réglementation thermique réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la manière dont vit le bâtiment, ni les apports solaires passifs, etc. Et il faut impérativement intégrer maintenant la thermique dynamique qui prend en compte tous ces éléments et qui nous permet de nous rapprocher au plus près, à 10 ou 15% près, des véritables consommations futures. Donc, si on parle de méthodologie, c'est d'abord un audit. Oui, c'est d'abord un audit et surtout pour répondre directement à votre question, si on n'y arrive pas, il faut reconnaître parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, c'est pas en fonction. aussi, hein, c'est assez facile de dire on n'y arrive pas, mais Voilà. c'est aussi on n'y arrive pas parce que c'est compliqué. Grosso modo, dans la construction neuve, c'est plus facile. On part de rien, on a des plans, etc. Là, c'est quasiment, on est sur des cas particuliers à chaque fois. Donc, en fonction de la typologie des bâtiments, est-ce que je suis en collectif, est-ce que je suis en collectif, en maison individuelle, en fonction de l'âge, en fonction de l'énergie de chauffage, en fonction des caractéristiques des ménages, de leur âge également, de leurs ressources. Donc, on voit bien qu'il faut quasiment une approche marketing pour véritablement à chaque fois, et c'est l'audit qui permet d'y répondre, identifier les vrais besoins et ensuite mettre en place une stratégie d'accompagnement et d'offres adaptées pour répondre à ces besoins. Donc d'abord l'audit. Ensuite, peut-être les aides. Après, dans la méthodologie, il y a effectivement les aides. Il y a surtout, je pense que plus globalement, il faut de la méthodologie, il faut de l'audit, et plus globalement, il faut arriver à redonner de la confiance et de la visibilité aux ménages avant de s'engager dans les travaux, puisque c'est un gros problème aujourd'hui sur avoir confiance. Alors avoir confiance dans quoi? C'est avoir confiance dans la qualité des travaux que l'on va me faire, donc dans la qualité de ce qu'on va me proposer, avoir confiance dans la visibilité des incitations des pouvoirs publics, tout ce qui est nécessaire pour que véritablement je fasse le pas pour passer dans une logique de rénovation importante. Il y a aussi un véritable accompagnement. Moi, j'ai participé au plan PEA Alsace, plan énergie Alsace, qui a consisté à rénover 500 maisons BBC. On s'est rendu compte que les publics concernés étaient les fameux 9e et 10e déciles et qu'on arrivait à atteindre ce niveau-là à partir du moment où on amenait toutes les professions. Et il y a aussi un problème de formation globale et de travail sur comment coordonner les chantiers. On a un vrai problème aujourd'hui de coordination de chantier. On est toujours dans la méthode. Hein. On est toujours dans la méthode. Dans la méthode, on a l'audit, oui. Et ensuite on a la coordination de chantier, Oui. On a la formation. La formation. Et la coordination de chantier. Qu'est-ce qui pêche dans la formation? Alors en fait, au niveau de la formation, ce qui pêche, c'est qu'on n'a pas ces fameux coordinateurs de chantier, c'est-à-dire qu'on a un architecte qui n'a pas forcément les compétences techniques pour accompagner l'ensemble des corps de métier. Et travailler aujourd'hui sur du BBC, c'est travailler sur l'étanchéité à l'air. On a une vraie problématique aujourd'hui au niveau de la rénovation, c'est ce qu'on appelle la perméance à la vapeur d'eau. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout enseignées et de fait, derrière, on génère des pathologies. On génère des pathologies qui sont relativement importantes parce qu'on ne sait pas travailler ces éléments-là. Et en fait, le fond du problème en France, c'est une absence de formation en physique du bâtiment. De tous les acteurs. De tous les acteurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce constat avait déjà été fait au moment du Grenelle, quand ce sujet avait déjà été abordé, puisque je me souviens qu'il avait été évoqué un espèce de nouveau métier dit de rénovateur énergétique, dont on n'a jamais vu le jour. Mais qui à l'époque, on voyait bien que, compte tenu de l'ampleur des travaux et de la nécessaire coordination entre les différents corps de métier, ce besoin de rénovateur énergétique, est-ce que c'était un maître d'ouvrage délégué, un maître d'œuvre, etc. Enfin, il y avait un véritable besoin d'apporter cette fonction pour répondre aux attentes des ménages. Alors moi, je vous coupe un petit coup parce que j'ai créé un diplôme universitaire de chargé d'affaires en rénovation énergétique des bâtiments à Belfort qui était ouvert à des gens qui sont déjà en poste, donc des gens des collectivités territoriales, des services construction des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux. Et j'ai eu une très grande surprise en ouvrant ce diplôme de me rendre compte que en fait les acteurs sont trop cloisonnés, c'est-à-dire j'avais des gens du chauffage qui ne connaissaient strictement rien en bâtiment, j'avais des gens qui étaient du génie civil qui connaissaient non plus strictement rien en thermique du bâtiment, et en fait ce métier de coordinateur de chantier, je l'ai expérimenté en un an, et je peux vous dire qu'aujourd'hui les gens qui ont suivi la formation ont dit qu'ils avaient énormément appris. Maintenant c'est un métier qu'il faudrait généraliser, c'est pas à l'échelle d'un simple territoire comme le territoire de Belfort où on va pouvoir faire ça. Voilà, qui est un petit territoire. Voilà, qui est un très petit territoire. Sur cet aspect, donc on a eu l'aspect formation, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter?
comment vous voyez-vous cet aspect formation? Vous discutez, on a vu tout à l'heure avec la CAPEB, avec la FFB, Tout à fait. qui sont adhérentes de Coenov. Comment ils voient ils voient bien que ça ne fonctionne pas. Ils voient bien que ça ne fonctionne pas. donc- Ils ont déjà mis en place, ils avaient mis en place, et pareil, au moment du Grenelle, Parce qu'on avait eu, avant RGE, on avait eu il y avait Eco-Artisans. les Il y co-artisans. avait les pros de la performance énergétique qui avaient l'ambition, effectivement, de faire une vision transverse de tout corps de métier. L'exemple montre que c'est compliqué et que finalement, ça a du mal à trouver du sens. Alors après, oui. Ça a du mal à trouver du sens aussi parce que les artisans sont surbookés, ceux qui sont quand même relativement compétents, et ils ont du mal à laisser partir 2 jours tous les 15 jours leurs employés pour venir se former. Et c'est une erreur parce qu'en fait, derrière, ils vont gagner beaucoup de temps. Et c'est ce qu'on a compris en analysant le plan Énergie Alsace au niveau des conséquences. Par contre, c'est resté trop cloisonné au niveau de cette région, ça n'a pas été diffusé à l'échelon national et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vraie réflexion globale entre les différents ministères parce que ces métiers-là ont une certaine transversalité et la transition énergétique, ça a la chance de pouvoir amener autour de la table différents ministères, ceux de l'enseignement, ceux de la transition énergétique, ceux du logement, Bercy, enfin un certain nombre de ministères, mais il faut que tout le monde se parle. C'est ce que j'allais dire. Le côté silotage des corps de métier, on le retrouve malheureusement au niveau du silotage des ministères. Voilà, donc ça fait un double silotage. Un double silotage. Il y a un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder. Vous parliez de confiance tout à l'heure. On avait le CITE, on va avoir les primes. On sait aujourd'hui que certaines personnes qui sont les plus demandeurs, on va dire, qui font le plus de travaux, vont être exclus de ces primes, a priori. Où est-ce qu'on en est déjà? Est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Et puis, est-ce que c'est bien raisonnable d'exclure ces personnes-là? Et puis, est-ce que le système de primes vous paraît plus avantageux et vous paraît entraîner le marché? Non, en ce qui me concerne, et puis vous compléterez, en ce qui me concerne, effectivement, il y a un certain nombre de choses positives dans les réformes qui sont annoncées. N'oublions pas également quand même que la transformation du CITE en prime fait partie du programme d'Emmanuel Macron il y a quand même maintenant plus de 2 ans. Donc c'est quand même intéressant d'essayer de passer à l'acte. Donc il y a un certain nombre de choses positives. Cette transformation du CITE en prime pour donner plus de réactivité dans l'apport de l'aide par rapport à un délai de 18 mois avec le crédit d'impôt qui est utilisé essentiellement par ceux qui peuvent se permettre de différer la trésorerie. Donc il y a des choses intéressantes. Le fait d'essayer de plus s'adresser aux ménages modestes, ça va également dans le bon sens. Après, comme toujours, c'est une question de dosage. Il est clair que se priver, couper toutes les aides sur les déciles les plus aisés, les déciles 9 et 10, c'est un peu dommage. Il y a un certain nombre de réflexions, d'amendements qui vont dans ce sens-là pour réintroduire certains travaux, dont l'isolation. C'est vrai que nous, on n'était pas hostile au fait de dire, effectivement, la rénovation globale, qui est a priori une rénovation plus importante, ça serait intéressant de pousser les déciles 9 et 10 à s'engager, non pas sur un simple changement d'équipement, mais véritablement sur une rénovation globale, puisqu'ils en ont, entre guillemets, plus les moyens. Voilà. Donc il y a des choses intéressantes. Et puis, en tant que président de Coenov, je ne peux pas ne pas regretter que dans le dispositif actuel, les chaudières performantes gaz soient exclues pour les déciles 5 à 8, ce qui est une aberration quand on connaît aujourd'hui les enjeux d'économie d'énergie sur cette chaudière, 30% d'économie, qui ne représente aujourd'hui qu'à peine 30% du parc de chaudières. Il y a un enjeu extrêmement important d'économie d'énergie et de baisse des émissions de gaz à effet de serre et on est en train de passer à côté. Sur cet aspect-là, d'aide aux ménages, d'aide aux copropriétés, d'aide aux ménages, est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens? Est-ce que c'est nécessaire finalement que ce soit sous perfusion? Alors oui, parce que ça donne quand même un objectif. Et en fait, l'avantage de la prime par rapport au CITE, c'est que le CITE, vous touchez l'argent 1 an après, sous forme de crédit d'impôt. Et l'avantage de la prime, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de l'argent avant d'engager les travaux. Donc ça peut être plus incitatif. Effectivement, les 9e et 10e déciles sont ceux qui font les travaux d'amélioration thermique les plus importants. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, oui, avec votre expérience en Alsace. C'est ça. Et d'autre part, au niveau, aujourd'hui, ces primes vont être distribuées par l'ANA. Donc aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a des efforts considérables qui sont faits en direction des précaires et des personnes qui ont des besoins. L'ANA augmente son budget de l'ordre de 10% par an en termes d'aide. Cette année, si ma mémoire est bonne, c'est 934 millions d'euros d'aide
aux particuliers pour la rénovation. Voilà, dont les particuliers les plus précaires. Hein. Dont les particuliers les plus précaires. Donc c'est quand même une somme qui est non négligeable. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils ne vont pas forcément sur une rénovation thermique. Et la rénovation thermique, quel est son avantage? Ça vous permet déjà de diminuer de manière considérable les consommations. Ça, c'est quand même très important. Donc la facture, donc les charges. Quand le coût de l'énergie n'augmente pas. Tout à fait, tout à fait. On va aborder un autre... Pour compléter, effectivement, par rapport à la question, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle essentiel. Il ne s'agit pas de se mettre dans un marché sous perfusion, mais il y a une question de volonté. Quand on affiche des objectifs ambitieux, il faut également donner un cadre, donner une visibilité et des indices pour aller dans ce sens-là. Donc je pense que les pouvoirs publics sont tout à fait légitimes pour donner des cadres, donner des évolutions fortes comme cette transformation du CIT en prime. Par contre, l'exemple nous a montré récemment, l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire a également été montré récemment. Je veux parler naturellement des offres à 1 euro, où vous avez donc en début d'année tout un tapage qui est fait sur les offres à 1 euro, avec même un ministre qui va se déplacer pour inaugurer la première pompe à chaleur à 1 euro, et alors que toute la filière savait très bien derrière les risques qu'il y avait en termes de qualité par rapport à ça. Oui, et on se rend compte 6 mois après qu'on fait du rétropédalage, l'ANA arrête d'aider un certain nombre de choses. C'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, qui casse la dynamique et qui casse la confiance. Il faut donner une vraie visibilité à plusieurs années. Que ce soit un CITE ou une prime, il faut donner une visibilité. Il faut que ce soit visible, il faut que ce soit stable. Voilà, il faut que ce soit visible et stable pour encourager les gens à y aller. Il fut un temps, on parlait beaucoup de guichets uniques. De la rénovation énergétique, où on a sur Paris les coachs copro, des choses comme ça. Où on en est avec le guichet unique, et est-ce que c'est quelque chose qui améliore vraiment les choses et qui permet d'aller à la massification? Alors, ce que l'on peut dire, comme toujours, il y a plusieurs choses. Il y a le côté théorique, puis après, il y a la réalité. Dans le concept, on peut dire qu'effectivement, vu la complexité des aides, etc., un guichet unique, c'est intéressant parce que du coup, le ménage n'a pas besoin d'aller taper à plusieurs portes, etc. Donc, dans ce concept, dans cette idée-là, c'est intéressant. Après, concrètement, c'est comment ça se met en place. Et on se rend compte qu'effectivement, par rapport, y compris au service public de l'efficacité énergétique qui fait partie de la loi de transition énergétique de 2015, on n'a quasiment pas avancé. Il semblerait qu'il y ait un programme C2E qui soit sur le point de sortir pour financer à hauteur de 200 millions d'euros un programme effectivement de mise en place d'un service public local, mais on en est encore au stade des intentions. Je tiens quand même à souligner, il y a également l'intérêt du lancement de la démarche FAIRE par l'ADEME et par le plan bâtiment durable, donc faciliter, accompagner, informer sur la rénovation énergétique. Donc Coenov et 14 de ses membres sont adhérents. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, mais on en est encore une fois au balbutiement de la mise en place du dispositif. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on est beaucoup en communication encore. On est très en communication. Tout à fait. Ça manque en fait d'axes concrets, si vous voulez. Et le problème du guichet unique aussi, c'est que le client doit pouvoir y trouver son compte. C'est-à-dire avoir des gens qui soient capables de lui apporter une solution. Alors on a parlé tout à l'heure des solutions à 1 euro. Je me suis quelque peu élevé contre les solutions à 1 euro parce que, en particulier au niveau du chauffage, lorsque vous avez une chaudière qui travaille en haute température, que ce soit une chaudière gaz ou une chaudière fuel, et que vous la remplacez par une pompe à chaleur qui va travailler obligatoirement en basse température, sinon vous avez des coefficients de performance qui sont effondrés, les gens sont insatisfaits parce qu'on leur met une pompe à chaleur qui, lorsque la température va être négative, va tourner sur une résistance électrique, donc va augmenter leur note énergétique. Donc c'est peut-être pas la solution. Il faut réfléchir de manière approfondie pour je remplace une chaudière fuel ou une chaudière gaz, mais il faut la remplacer par un système qui soit capable de travailler en haute température et pas forcément par une pompe à chaleur qui ne va pas leur donner satisfaction. Vous êtes forcément d'accord avec ça? Je suis forcément d'accord, mais au-delà de l'aspect forcément d'accord en termes énergie, ce qu'il faut souligner, c'est ça, c'est qu'une installation de chauffage, il y a un diagnostic, il y a effectivement, notamment pour une pompe à chaleur, aller calculer le bon dimensionnement pour que la pompe à chaleur fonctionne bien et ne passe pas son temps à s'arrêter et à repartir, ce qui va mettre à mal le compresseur. Et puis ensuite, on va avoir tout l'enjeu de la maintenance dans la durée, et ça, je suis désolé, ça ne rentre pas dans le 1 euro. Alors là, on est un petit peu sur une thématique que je voudrais qu'on aborde rapidement parce que le temps passe et on arrive bientôt au terme de notre échange. Il y a deux choses que je voudrais qu'on aborde. C'est la qualité de l'offre. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est suffisamment qualitatif?
Est-ce que c'est pas ça aussi qui empêche les particuliers et les copropriétés de passer à l'acte? Et il y a une deuxième chose, il faudrait qu'on voit si c'est mieux de faire approche globale ou par étapes. Donc, comme vous voulez. On commence par quoi? Les deux, mon capitaine, je répondrai. Allez-y. Aujourd'hui, en termes de coûts, lorsqu'on fait une rénovation globale, on est à environ 350 € du mètre carré. Lorsqu'on fait une rénovation étape par étape, on est à peu près à 500 € du mètre carré. Mais les deux sont nécessaires. Parce que si vous voulez, je dirais que la réponse sur la rénovation globale est pertinente lors des mutations. Donc à ce moment-là, vous faites une rénovation globale, thermiquement performante, etc. Lorsque vous faites une rénovation étape par étape, c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément les moyens, donc qui vont investir une première fois, récupérer grâce à leurs économies d'énergie pour réinvestir derrière. Et ça, c'est aussi une nécessité. Les deux sont nécessaires. J'avais reçu il y a quelque temps sur ce plateau Monsieur Yann Dervin, que vous devez connaître Des Finergie, et qui me disait que quand on fait une rénovation par étape, il faut au moins que la première étape apporte beaucoup, enfin ils ont beaucoup travaillé sur le sujet, et parce qu'il y a le risque quand même qu'on ne fasse pas la deuxième étape. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, non seulement il faut qu'elle apporte beaucoup, donc c'est en particulier l'isolation, mais il faut aussi se rendre compte que vous avez des lots indissociables. C'est-à-dire que lorsque vous changez vos fenêtres, vous devez aussi changer votre ventilation parce que vous rendez votre maison plus étanche. Lorsque vous isolez, vous devez aussi changer votre ventilation. Donc, même si vous faites de l'étape par étape, il y a quand même des lots indissociables qu'il faut garder. Ça, c'est indispensable. Et je rajouterais quand même que cette notion de global ou par étape ne dispense pas de la nécessité de l'audit préalable dont Brigitte a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a toujours cet audit et ensuite, c'est en fonction. Ce qui est important par rapport à cette rénovation globale, etc., comme ça a été très bien dit, on ne peut pas la faire partout. Il y a un problème de travaux en site occupé, en site habité. Il y a un problème de budget. Il y a un problème de financement. Il est clair que c'est bien au moment des mutations que ces deux conditions sont remplies, avec un logement qui peut être inoccupé et surtout avec l'accès à des financements immobiliers dans lesquels on peut faire entrer les travaux de rénovation. Donc là, je dirais qu'on a un vrai problème de mobilisation, je sais que le plan bâtiment travaille dessus, de mobilisation des acteurs de l'immobilier, des agences immobilières, pour que véritablement les travaux pour un futur le bon moment, c'est la mutation. Hein. Exactement, soient poussés. Voilà. Et après, effectivement, la rénovation par étape, entièrement d'accord. Alors, le véritable enjeu de la rénovation par étape, pour moi, il y en a deux. C'est effectivement s'assurer que le ménage va aller jusqu'au bout de la démarche et qu'il ne va pas s'arrêter. Ça, c'est la crainte que tout le monde va avoir. Et puis, savoir utiliser tous les moments de travaux, d'embellissement, de décoration, d'amélioration du cadre de vie qui occupe les ménages pour placer de la rénovation énergétique. Dernière question, qualité de l'offre, on y est? Globalement, aujourd'hui, oui. En fait, au niveau des artisans, on a quand même des artisans qui travaillent très très bien. Le RGE a contribué à ça. D'un autre côté, j'ai aussi un bémol à ce niveau-là parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus suffisamment d'artisans par rapport à la demande qui a été faite. Donc on sous-traite et après on sous-traite à des pays qui ne sont pas forcément des pays européens proches. Et derrière, on exige pour pouvoir obtenir des aides que les entreprises soient RGE et on sous-traite à des entreprises qui ne le sont pas. Donc ça, c'est mon bémol. Là, il y a un bémol. Moi, je pense que la qualité de l'offre, effectivement, elle est présente. Et là, pour le coup, je reviendrai sur un aspect communication. On n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la rénovation, on va plutôt parler de ce qui ne va pas, on va plutôt parler des arnaques. C'est ce qu'on a fait malheureusement ici encore, mais exactement. C'est normal, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et je pense qu'il y a quand même des moments où ça se passe bien, et je pense qu'il faudrait effectivement qu'on arrive à travailler dans cette direction. Il y a un point, à mon avis, qu'on n'a pas le temps d'aborder, et sur lesquels je ne suis pas suffisamment encore au point, mais qui est pour moi un vrai point d'interrogation, je sais qu'il tourne autour. Cette notion de confiance, c'est aussi la notion de qu'est-ce qu'on met comme garantie derrière. Parce que, finalement, vu d'un consommateur, vu d'un ménage, la seule certitude qu'il a, c'est le coût d'investissement. Et il ne sait Après, pas. Par contre, comment il va s'y retrouver, que ce soit en termes de confort, que ce soit en termes d'économie de facture, ça c'est beaucoup plus aléatoire. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ce type de garantie qui pourrait également redonner de la confiance. Je vais vous demander une conclusion, de nous rappeler les grandes étapes indispensables et puis de nous dire finalement, allons-y, comment on fait? Alors, si vous avez un conseil à donner. Les grandes étapes aujourd'hui, c'est progression du nombre de rénovations. Progression, à mon avis, il faut aller effectivement progressivement. On ne peut pas dire aujourd'hui sur des bâtiments qui consommaient 740 kW d'énergie primaire de passer à 50 kW d'énergie primaire. Moi, je pense qu'il est raisonnable de gagner deux étiquettes énergétiques
à la fois, enfin chaque fois. Et ensuite, derrière, si on fait une mutation, une rénovation globale, essayez effectivement d'atteindre cet objectif-là. Parce que si le travail est bien pensé, alors moi je vous redis, il faut impérativement une méthode qui est l'audit, ensuite les études thermiques dynamiques, derrière les études de perméance à la vapeur d'eau. Toutes ces études-là sont indispensables parce qu'elles nous permettent d'anticiper les problématiques qui vont arriver. D'autre part, on n'a pas parlé de ça, mais le BIM va jouer un rôle très 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 important aujourd'hui dans la rénovation parce que grâce à ces nouvelles maquettes, ça nous permet de visionner comment aujourd'hui on va implanter la nouvelle chaudière, etc. Et je vous assure que c'est un point extrêmement positif. C'est un point positif et important. Merci, on n'a pas tout dit, tout fait, on espère qu'on va y arriver. Et merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour voir comment on pouvait massifier ou pas la rénovation énergétique. Merci. Une émission Merci. à retrouver donc sur notre chaîne YouTube Bâti Journal TV, comme toutes les autres émissions que nous tournons ici, et une émission aussi à retrouver sur le site de notre partenaire Construction 21. Merci à vous.